Bonsoir à tous. Aux Comores, le régime du président Azali Assoumani n'a pas fini de régler ses comptes avec ses opposants. Entre placement sous contrôle judiciaire, interdiction de quitter le territoire ou encore garde à vue interminable, les opposants comoriens ont la vie dure en ce moment. Même le Conseil national de transition mis en place semble avoir désormais fait long feu. Ce soir, dans l'entretien du jour, je reçois Swalihri Mohamed Swalihri, ex-représentant des Comores aux Nations Unies. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes désormais le représentant à l'international du Conseil national de transition, c'est ça, hein? Évidemment. Pourquoi avez-vous accepté d'assumer ces responsabilités? Parce que je suis engagé dans un combat politique. Oui. J'ai décidé de soutenir ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui se battent. Et ils ont besoin d'une voix à l'extérieur et j'ai décidé de l'assumer. Je vous posais cette question parce que vos adversaires m'ont dit que le CNT n'était qu'une coquille vide, en fait. Quand on veut éliminer quelqu'un, on dit toujours ainsi. Mais le CNT, c'est la représentation des candidats issus des élections et qui s'est élargi aux forces politiques, à la société civile, et avec une charte pour programmer une transition par rapport à la situation que nous vivons, que vous venez de décrire, afin de parvenir à une sortie de crise. Il le dit surtout depuis le départ spectaculaire de Campagnard de la tête du CNT. M. Campagnard a été emprisonné, il est toujours sous contrôle judiciaire, sous mandat, que j'allais dire, judiciaire. Oui. Mais pour le reste, s'il était quelqu'un qui était parti rejoindre le camp adverse, je ne crois pas que quelqu'un qui aurait rejoint un camp adverse serait dans cet état-là. Qui n'a pas le droit de s'exprimer, il n'a pas le droit de recevoir, il n'a pas le droit d'avoir une quelconque activité. Oui. Vous pensez que c'est quelqu'un qui a abandonné le combat? Ça nous a troublés, nous. Moi, je l'ai reçu sur ce plateau, il m'avait assuré qu'il tiendrait ferme. Et quand j'ai lu son communiqué, je me suis dit que les opposants aux Comores ne sont pas très sérieux. Ça, c'est ce qu'on peut vous dire en apparence. Oui. Ce que nous avons noté au CNT, c'est que c'est une déclaration qui lui est prêtée et signée sous présence militaire. Vous connaissez l'histoire des dictatures et des aveux. Ce n'est pas nouveau ni aux Comores ni ailleurs. D'ailleurs, à tous ceux qui me posent ce genre de questions, je leur dis, vous allez voir la situation comme elle s'était présentée dans l'histoire du Chili ou dans les pays d'Europe de l'Est. Il y a même des films, le film Missing, il y a des films Z, il y a tout ce qui se passe en Afrique. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas comorien. C'est une situation où toute persécution entraîne des situations compliquées. Et M. Swalihri Campagnard est toujours sous la pression des forces de l'ordre, dans sa propre maison. Vous pensez donc que ce n'est pas un homme libre qui a rédigé le communiqué que la presse a lu? Je ne sais même pas s'il l'a rédigé. Moi, je ne crois même pas que c'est lui qui l'a rédigé. Quelque chose qui lui aurait été soumis pour signature. Et je ne suis même pas sûr que c'est lui qui l'a signé. Donc, le combat continue au CNT, en fait? Absolument. Il y a son vice-président, M. Mouni Saïd Soli, qui était candidat, a pris la présidence du CNT. Il y a eu un autre vice-président. Il y a eu une élection au sein du CNT. Ce n'est pas un organisme où les gens s'autoproclament. Il y a des élections au sein du CNT. Il y a des gens qui assument. Il y a des gens qui soutiennent. Mais il y a aussi une dynamique citoyenne que l'on voit ici en France comme dans l'ensemble du pays. De quelle dynamique citoyenne parlez-vous? J'ai entendu qu'il y avait des notables comoriens qui sont à Marseille qui apportent leur soutien au président Azali Assoumani. Les notables comoriens aux Comores ou en France sont divisés, comme toute la société comorienne. Maintenant, on sait toujours ce qui se passe quand il y a un pouvoir en place et qui veut se débattre pour se trouver une légitimité qui n'est pas issue des urnes. Vous savez ce qu'on dit dans la diaspora comorienne? Qu'est-ce qu'on dit dans la diaspora? On dit que messieurs Mallette sont débarqués. Monsieur Mallette, ça veut dire quoi ça? C'est des gens qui sont venus pour
tenté de corrompre la diaspora comorienne parce qu'elle manifeste beaucoup. Oui. Et vous l'avez vu, depuis des semaines, chaque week-end, il y a une manifestation dans différentes villes de France. Et il pense ainsi qu'il pourrait arrêter ce mouvement. Or, ce mouvement est porté par qui? Il est porté par toute la jeunesse, il est porté par les femmes. Ce ne sont pas des gens qui dépendent d'une décision de la notabilité quelconque, qu'elle soit pour ou contre d'ailleurs. Les lettres de félicitations de la France, du Rwanda au président Azali Assoumani, ce n'est pas des mallettes, ça? Je ne sais pas si une vraie légitimité qu'il a du coup, là. Je ne sais pas si vous avez lu la lettre de M. Macron. Je n'ai pas vu le mot « félicitations » dans cette lettre. Ah. Je ne l'ai pas vu. Vous n'avez pas vu le mot « félicitations » ? Il n'existe pas dans cette lettre. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Il a dit vous souhaite des vœux de réussite pour des missions. Mission par rapport à Mayotte, ça c'est M. Azali qui décidera de quoi il s'agit. Et mission par rapport à l'ouverture d'un dialogue entre toutes les forces politiques et tous les acteurs politiques. C'est ce que j'ai lu dans cette lettre. Et ça, quand même, de la main signée de la main du président de la République, c'est une forme de légitimité, non? L'État français est responsable de ce qu'il entend faire, mais comme tout autre État d'ailleurs. Ce matin, j'étais reçu au Quai d'Orsay pour discuter de la position du CNT par rapport à ces questions diplomatiques. Oui. Je suis un diplomate. Alors, donc, chacun peut interpréter une lettre. Oui. Qu'un État reconnaisse un État, ça c'est dans la logique normale de tous les États. Il n'appartient pas à un président d'un pays de décider si tel ou tel président est bon ou n'est pas bon. Oui. Sinon, vous savez combien de dictateurs il y a dans ce monde. Il n'y aurait aucune relation avec aucun autre État s'il s'agissait tout simplement de principes. Mais ce que j'ai lu dans le contenu de cette lettre, je vous ai bien dit, il a été question de mission par rapport à des engagements concernant Mayotte. Ça, c'est à M. Azali de s'expliquer là-dessus vis-à-vis de la population comorienne. Il s'est engagé à quoi? Je n'en sais rien. C'est d'ailleurs pas le souci numéro 1 aujourd'hui. Et dans une autre dimension, la lettre parle d'un engagement du président Azali, de disponibilité à ce qu'il y ait un dialogue entre tous les acteurs politiques. Et d'ailleurs, si j'avais à souligner quelque chose par rapport à cela, c'est que M. Azali aime dialoguer qu'avec les gens avec qui il est d'accord. Nous avons toujours dit, nous sommes pour le dialogue. Seulement un dialogue, ça suppose des conditions. La première condition que nous avons posée, nous voulons un dialogue sous supervision internationale. Quand M. Azali parle de dialogue, il ne veut jamais entendre parler d'inclusivité. Il veut dialoguer avec les gens qui vont l'applaudir, qui vont être d'accord. Ou quand on parle de dialogue, on dialogue avec celui qui est opposé. On ne dialogue pas avec soi-même. On peut dialoguer avec d'autres personnes aussi qui partagent votre point de vue. Dans ce cas, c'est une réunion entre copains. Ah oui. Quand on a un pays à gérer, on dialogue avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Et si c'est pour faire bonne impression, parce que j'ai appelé des gens à discuter, on l'a déjà vécu avec l'histoire des assises, on l'a déjà vécu avec l'histoire des référendums, et ça a donné quoi? On n'est pas sorti des conflits. Et si vous vous rappelez bien, quand j'étais passé la dernière fois à cette émission, j'avais annoncé ici qu'il n'y aurait pas de deuxième tour. J'avais dit que je lançais un défi aux candidats aux élections d'arriver à un deuxième tour. Et on est arrivé à cette situation. Et j'avais dit qu'après les élections, on ne sortirait pas de conflit. On n'est pas sorti du conflit. Parce que ce dialogue sincère, franc, honnête, n'a pas eu lieu. Parce qu'un dialogue, ça demande de la transparence d'abord. Pourquoi ça ne demande pas des micmacs? De transparence entre vous, entre les émissaires des deux camps. Qui navigue en eau trouble? L'opposition ou le parti au pouvoir? Nous ne cherchons pas à avoir des émissaires et à avoir des... Nous avons dit clairement que s'il doit y avoir un dialogue, nous sommes prêts, à condition, la première condition, que ça soit sous supervision internationale. Qu'on sache à quoi on s'engage. C'est tout. S'il n'est pas prêt à cela, il parle d'un dialogue intercomorien, des arrangements entre Comoriens qui n'ont jamais réglé aucun problème. Et je vous dis que la dynamique citoyenne qui s'est mobilisée, elle n'est d'ailleurs pas nécessairement pour ou contre Azali, pour ou contre le CNT. Les Comoriens veulent un pays libre, démocratique, avec des élections normales, régulières, où on ne met pas les gens en prison pour un oui, pour un non. Vous savez ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez de contrôle judiciaire.
on ne passe même plus devant un juge pour être soumis sous contrôle judiciaire. Vous êtes convoqué devant le gendarme, qui vous enlève vos téléphones, qui vous dit restez chez vous, vous n'avez plus le droit de parler à qui que ce soit. Et vous parlez de dialogue dans quelles conditions? Vous m'aviez dit que vous aviez été au Quai d'Orsay. Et effectivement, le camp d'en face m'a confirmé que vous passez votre vie maintenant à faire le tour des chancelleries. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est mon travail de diplomate. Je suis le diplomate du CNT. Vous croyez qu'un diplomate fait quoi? C'est ce qu'est de voir les chancelleries. C'est mon travail premier. Leur dire de rappeler les positions du CNT, appeler ces pays à défendre ce que ces pays déclarent, ce que ces organisations internationales déclarent, à savoir ce qui a été dit par les observateurs des élections, qu'il n'y a pas eu d'élection, et ensuite de dire comment on fait pour sortir de cette crise. C'est ça mon travail. Ce qui ne m'empêche pas d'être avec la population comorienne. Je fais aussi le tour de France avec les communautés comoriennes établies en France et qui sont dans les manifestations et qui me demandent de prendre part, d'être avec eux, de discuter avec eux, de chercher avec l'ensemble des organisations comoriennes en France quelle issue pour notre pays. Ce n'est pas le pays qui appartient à tel ou tel, c'est le pays qui appartient à tout le monde. Et la communauté comorienne en France représente un tiers, c'est pas un quart de la population comorienne totale. On a l'impression qu'on est dans une vraie impasse aujourd'hui. À un moment ou à un autre, est-ce que l'un de vous, aussi bien dans le camp de l'opposition que de la mouvance, vous pensez que votre pays s'en sortira? Moi, je pense que notre pays va s'en sortir. Et si le camp d'en face, comme vous dites, décide qu'il y a un dialogue, nous avons des propositions à faire. Quelles sont ces propositions? Comment faire en sorte qu'on ait un processus démocratique normal, régulier, je dis bien sous supervision internationale, pour que le pays se choisisse ses dirigeants. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, examiner comment sortir de la crise d'une manière globale, parce que la crise, maintenant, elle devient même sociétale. Elle n'est plus seulement politique. Et enfin, envisager comment les Comoriens peuvent vivre ensemble. Vivre ensemble. Ce n'est plus le cas aujourd'hui? Quand les gens sont en prison, comment voulez-vous que les gens vivent ensemble? Quand les gens s'interdisent, vous savez que M. Azali, on lui interdit des mosquées, on lui interdit d'aller dans certains villages alors qu'il est président de la République. Comment pouvez-vous envisager un pays comme ça? Nous, ce que nous voulons, c'est que tout le monde puisse aller. La liberté d'aller et venir, c'est une liberté constitutionnelle. Que les gens puissent aller et venir où ils veulent dans le pays, qu'ils puissent voyager normalement sans s'inquiéter. Je vous dirais le cas d'une confrère journaliste qui est allée juste à un travail international. Et après, les rumeurs sont parties que votre confrère était en fuite. Après, se poser la question, pouvait-il revenir ou pas? Parce qu'on est dans cette situation où tout le monde se dit « mais dans quel pays je vis ?» Et des candidats à des élections, vous voyez bien des candidats à des élections qui sont obligés de partir clandestinement. Et vous voulez parler de vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est quand chacun se sent à l'aise dans son pays, se sent à l'aise de sortir et de rentrer dans son pays, et qu'il peut faire ses propositions, qu'il peut défendre ses idées, sans se demander est-ce que ce soir je dormirai à la gendarmerie ou en prison. La situation est telle que vous me la décrivez, ce n'est pas ce que j'entends dire au niveau du pouvoir. C'est un pays paisible, le président a été réélu et il a repris ses fonctions et tout va bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Vous avez déjà entendu quelqu'un qui a volé, qui a dit j'ai volé? Vous l'avez déjà entendu de votre vie? Pourquoi vous dites qu'il a volé? Il a volé les élections. Alors, vous voulez que quelqu'un qui vole des élections dise j'ai volé les élections et j'ai volé quoi que ce soit? Il dit non, je vis, je suis bien, il n'y a pas de problème. Mais il y a des problèmes. Et les Comoriens ne savent pas à ce jour où vont s'arrêter les problèmes. Les problèmes ne font que s'enchaîner à des problèmes. Avec des propos qui sont souvent calamiteux. Vous avez déjà entendu un président dans un pays qui dit les habitants originaires de telle île sont supérieurs aux habitants de telle autre île? Vous voulez que les gens vivent ensemble comment? Vous l'avez entendu dire ça ou ce sont des propos rapportés? Je voulais la vidéo, je vous la donne. C'était public, c'était pas une... Il a dit quoi exactement? Il a dit que les grands Comoriens sont supérieurs aux Anjouanais et aux Moéliens. Et c'est pour cela que Dieu a fait en sorte que la capitale qui était à Mayotte est venue à Moroni, en Grande Comore. Vous savez que ça, c'est un discours parfois populiste lorsqu'on est emporté par l'enthousiasme et que les mots dépassent parfois la pensée. Vous pensez qu'on peut dire ça en France et dire que c'est du populisme? C'est puni par la loi ici. C'est du racisme. C'est ce qu'on appelle du racisme. Alors,
Vous pensez que ça peut être, parce que c'est en Afrique, on peut l'accepter? Non. Les Comoriens sont tous égaux de par leur naissance, de par la constitution, de par leurs croyances. Et il n'y a pas de raison de dire que tel ou tel venant de telle île est supérieur à l'autre. Au nom de quoi? Ce n'est pas tenable pour faire vivre des gens ensemble. Alors j'espère que, bon, admettons que ça lui ait échappé, mais vous vous rappelez que moi, il me l'avait déjà dit. Hein. Je l'avais déjà dit qu'il m'avait raconté des salades de ce genre-là, excusez-moi du terme. Nous, ce que nous voulons, c'est que les gens puissent tous avoir l'envie et la possibilité et la capacité de contribuer au développement de notre pays. Nous sommes donc face à un mur. Le mur s'appelle Azali Assoumani, réélu dans les urnes, en tout cas officiellement, président des Comores. Et il y a en face des personnes qui se réclament du CNT et qui disent il faut qu'on dialogue. Nous avons une condition et c'est que le dialogue se déroule sous la responsabilité de la communauté internationale. Vous savez que même la présence de la communauté internationale ne garantit pas la mise en application d'un accord global politique. Mais il y a cette condition. Il y a cette condition. Si M. Azali pense qu'il peut passer outre, ça c'est son affaire. Mais nous pensons que quand une communauté internationale s'engage à quelque chose, il y a un minimum qui se fait respecter parce que ça engage le monde. Et puis, ce n'est pas une affaire seulement du CNT. Je représente le CNT. Mais il y a des partis politiques, il y a la société civile. Tout le monde réclame de vivre dans un pays libre et démocratique. La décrispation est un pouvoir du président. Il pourrait décider d'amnistier, par exemple, des personnes. Est-ce que ça pourrait permettre de relancer la confiance entre les différents protagonistes? Cet élément-là avait été déjà mis sur la table au moment du référendum. Oui. On appelait ça de l'apaisement, qui était proposé d'ailleurs par l'émissaire de l'Union africaine. Oui. Libérer les prisonniers politiques pour que les gens puissent dialoguer. Comment voulez-vous que quelqu'un dialogue en sachant que ses camarades de lutte sont en prison? Donc, libérer les prisonniers politiques, on peut dire que, tiens, il y a un élément qui permet de croire que peut-être ce dont on va discuter sera pris en compte. Vous serez d'accord pour participer à un dialogue si, par exemple, le président tentait un énième geste d'apaisement envers ceux qui n'ont pas commis de crime? Il faut être aussi juste dans la vie. Ben, je ne sais pas de quel crime on parle, parce que je ne connais pas d'hommes politiques qui ont commis des crimes. Nous avons des hommes politiques qui se battent pour leurs idées. Mais après, quand on veut dire qu'il y a des crimes, j'aime bien rappeler que Mandela, on l'avait considéré comme un criminel. Yasser Arafat, on l'avait considéré comme un criminel. À des moments, un pouvoir peut toujours accuser comme il l'entend. Oui. Mais il n'y a pas d'hommes politiques aux Comores qui ont commis des crimes. Maintenant, s'il y a des criminels en prison, comme dans tout pays, ben, nous ne sommes pas en train de réclamer cela. Nous réclamons les libérations des prisonniers politiques. Oui. C'est une condition, c'est une des conditions pour le dialogue. Mais ce n'est pas la seule condition. Une des conditions, c'est que ce dialogue-là, s'il doit avoir lieu, nous sommes prêts et que chacun présente ses propositions de sortie de crise. Oui. Et parmi ces propositions, qu'il y ait des élections réellement démocratiques. Quand vous dites qu'il y a des élections réellement démocratiques, on ne va pas refaire une autre élection. Ne me dites pas que vous rêvez qu'on reprenne une autre élection alors que vous en sortez là. Ben, est-ce qu'il y a eu élection? Il n'y a pas eu élection aux Comores. Alors, on va discuter. Comment vous appelez ce qui s'est passé? Ben, vous avez déjà vu un pays... Des Comoriens sont allés aux urnes, des gens sont allés élire un président. Si vous l'avez vu, oui. Moi, je ne l'ai pas vu. Des élections qui sont arrêtées à mi-journée, ce ne sont pas des élections. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ça s'est passé aux Comores. Une fois, il y a eu des élections où on avait parlé d'encre indélébile que l'on mettait sur le bulletin, et l'encre était devenue débile. Mais on a recommencé les élections le week-end suivant. Alors, je ne suis pas en train de dire que on va se lever demain matin pour dire qu'il y a des élections demain matin. Je dis que nous devons créer une situation où on ne devra jamais vivre des situations pareilles. Une élection doit être démocratique, sinon ce n'est pas une élection. Et d'ailleurs, personne ne lui avait demandé d'organiser des élections. Il avait un mandat jusqu'en 2021, on lui disait va jusqu'au bout de votre mandat, et il y aura des élections normales. C'est lui qui s'est mis à vouloir organiser des élections anticipées et ne pas vouloir respecter les normes de cette élection. Bon, qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Ça donne le chaos dans lequel nous sommes en train d'aller. Malheureusement, nous ne sommes pas des gens qui sont des jusqu'au-boutistes, des extrémistes. Nous sommes des démocrates. Nous voulons des élections normales. Et nous sommes dans une situation d'autant plus compliquée que le Parlement
finit son mandat à la fin de l'année. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer encore? Des élections où personne ne peut aller être candidat, sauf que l'on dise que le candidat du pouvoir doit gagner sans deuxième tour? Parce que c'est ce qui a été annoncé, il n'y aura pas de deuxième tour. Eh bien, il n'y a pas eu de deuxième tour. Il n'y a même pas eu de premier tour qui est allé jusqu'au bout. À partir de 8 h du matin, oui. En juin, les gens ont commencé à se débarrasser des urnes qui étaient déjà remplies. Il n'y a pas eu d'élection. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les observateurs de ces élections qui l'ont mis dans des rapports. Aujourd'hui, véritablement, ni moi, en tout cas mes collègues et moi, nous ne voyons pas comment votre pays pourrait s'en sortir. Un pays s'en sort quand ceux qui tiennent les rênes de ce pays disent « on veut vivre tous ensemble ». Mais s'ils ne disent pas ça, les gens sont en conflit. S'ils veulent que les gens vivent ensemble, ils posent les conditions que eux, ils pensent que sont les éléments premiers d'un dialogue, et l'opposition pose ces conditions. Et c'est à ce moment-là qu'il y a dialogue. Il n'y a jamais de dialogue sans conditions. Quand il y a un dialogue, c'est que chacun dit voilà les conditions préalables de ma participation à un dialogue, et on avance. Et chacun fait des compromis. Et si ce n'est pas ainsi, les gens se confrontent. Et nous sommes prêts dans les deux cas. Vous êtes prêt à envoyer des Comoriens dans les rues se faire tuer par les policiers, par le pouvoir, c'est ça? J'ai vu, il y avait un communiqué du CNT qui demandait aux Comoriens de faire par toute forme d'action, de s'opposer au pouvoir. Vous savez que c'est dangereux, ça, de faire ça? En tout cas, ils le font, les Comoriens. Ils le font dans les différentes localités où ils sont. Vous auriez vu un prétendu élu gouverneur d'Anjouan, à qui, soit dit en passant, le président de la République lui a demandé en public de faire des pompes. Vous imaginez cela? Quelqu'un qui se dit élu gouverneur de l'île d'Anjouan sous la mouvance présidentielle, à qui le président lui dit d'abord faites des pompes là, devant le public, et il va en Anjouan. Et hier, la rue s'est mise à le huer. Il n'a même pas pu tenir son meeting là où il voulait faire, alors qu'il dit qu'il est élu. Il me dit même qu'il est élu à 60%. Et il ne peut pas tenir un meeting dans l'île où il dit qu'il est devenu gouverneur. Vous voyez dans quelle situation nous nous trouvons? Nous nous trouvons dans des situations, le président lui interdit d'aller prier, le gouverneur ne peut pas... Qui lui interdit d'aller prier? En Anjouan? Non, en Grande Comore, dans la deuxième ville de la Grande Comore, à Mitsamiouli. Et dans d'autres villes, on lui a dit, vous ne venez pas. Parce que des gens ont dit, nous serons prêts, si vous le souhaitez, nous ne le souhaitons pas. Si vous le souhaitez, nous serons prêts à nous confronter. Et ça n'est pas arrivé seulement aux Comores. Nous ne souhaitons pas cette situation-là. D'ailleurs, vous n'avez jamais vu aucune déclaration appelant les Comoriens à aller user de la violence. Nous avons dit des manifestations pacifiques, des meetings pacifiques, des marches pacifiques, aussi bien en France qu'aux Comores. Ce sera ma dernière question en 3 mots. Comment nous sortons de la crise ou comment nous envisageons un avenir, un horizon moins sombre que ce que nous avons décrit ce soir? Ce que nous disons, d'abord, la sortie de crise, ça passe par le dialogue. Sinon, dans d'autres pays, vous avez vu ce qui s'est passé. Ça finit par mal finir pour le pouvoir. Ça finit par mal finir par le pouvoir, quel que soit. À quoi pensez-vous? Vous avez vécu l'Algérie, vous avez vécu le Soudan, vous avez vécu dans d'autres pays. La population comorienne n'est pas une population, même si ce sont les îles de la Lune, ce ne sont pas des gens différents des humains. Les Comoriens, ce sont des Comoriens qui ont envie de vivre comme tous les autres. Donc, ça peut mal tourner pour le pouvoir, ça peut mal tourner pour la population. Malheureusement, on est dans cet état-là. Et nous pensons qu'une des solutions, c'est effectivement d'accepter un dialogue sous supervision internationale. La deuxième, pour qu'il y ait un avenir aux Comores, il ne faut pas se dire que je suis le seul qui a des idées. Je suis le seul qui a un projet. Tout le monde a le droit d'avoir des projets pour son pays. Tout le monde a le droit de s'organiser pour faire évoluer son pays. Tout le monde a le droit de chercher des investisseurs pour son pays. C'est ça ce qu'on appelle avoir un avenir. Et moi, ayant travaillé pendant plus de 4 ans aux Nations Unies, j'ai vu des pays qui ont évolué après des situations encore plus compliquées que la nôtre. Et les gens ont accepté des projets, les gens ont accepté des programmes. Et ça, les Comoriens peuvent l'accepter. Il y a les programmes des Nations Unies pour le développement durable, il y a le programme Agenda 2063 pour l'Afrique, il y a des programmes de relations bilatérales. Qu'est-ce que vous voulez si on reprend la lettre de M. Macron, il parle de quoi? Des engagements entre 2 pays. Donc ces engagements entre 2 pays, c'est une coopération sur lesquels on peut être d'accord sur ces éléments, d'autres ne pas être d'accord. Et ces pays-là et les fonds
qui financent les développements, ils ne sont pas interdits aux Comores. Donc, c'est ce que nous disons, c'est que tous les Comoriens doivent pouvoir être rassemblés pour faire leurs propositions sur comment ils voient le développement. Un seul ne peut pas voir le développement tout seul d'un pays. Très bien. Swaliri Mohamed Swaliri, merci. Encore merci. Merci d'être venu nous voir dans l'entretien du jour. Évidemment, dans les jours à venir, nous donnerons aussi la parole à ceux qui se réclament du camp présidentiel afin d'avoir un équilibre dans les points de vue qui ont été exprimés. Je voudrais personnellement avoir une pensée émue pour une de vos compatriotes, Nadia Tourki, que j'ai reçue ici dans cette émission et dont on m'a dit que depuis quelques jours, elle est placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire. Sans qu'on sache qu'est-ce qu'on lui reproche. On ne le sait même pas. Et si vous permettez, je dirais que dans ce que vous venez de dire, je suis tout à fait dans l'esprit démocratique. Toutes les opinions doivent pouvoir s'exprimer. Je vous remercie pour cela. Mais en même temps, nous sommes des gens qui sont prêts au débat. Et c'est le débat qui fait avancer toute situation, parce que du débat peut émerger les meilleures idées si les gens sont réellement prêts au débat et non pas accrochés à des responsabilités pour lesquelles on s'est autoproclamé. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.